Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans cet nouvel épisode des Tibet Talks. Les Tibet Talks sont des discussions avec des personnes engagées sur les droits de l'homme au Tibet et en Chine, que ce soit des personnalités politiques, des représentants académiques, des artistes. Dans un mois, presque jour pour jour, débutera la présidence française de l'Union européenne. Il nous a semblé opportun, ici à ICT, de tenir un débat sur le rôle et les enjeux qui entourent cette présidence par rapport aux relations avec la Chine. On le sait, les relations entre l'Union européenne et la Chine sont tendues pour l'instant, et cette tension trouve entre autres son origine dans la décision de l'Union européenne d'ajouter sur les listes de sanctions de violateurs des droits de l'homme 4 personnalités politiques chinoises et une entreprise sont impliquées dans la répression de la population ouïghour. Alors la Chine a réagi en suspendant le dialogue UE-Chine sur le droit de l'homme, qui se tient une fois par an, et elle a aussi sanctionné 10 personnalités du monde politique et académique, dont certains députés européens qui sont actifs dans la défense des droits humains, comme par exemple M. Glucksmann, qui sera présent avec nous dans quelques minutes, ou encore le député belge M. Kogalati. Alors, en réaction, le Parlement européen a décidé de suspendre le traité d'investissement entre l'Union européenne et la Chine, qui avait été conclu un petit peu à la hâte en fin de présidence allemande. Donc, on peut le voir, les relations ne sont pas au beau fixe, et c'est dans un contexte, disons, un petit peu particulier que la France s'apprête à prendre les rênes de la présidence européenne, qui coïncidera, à hasard des calendriers, si on peut dire, avec l'élection présidentielle française, dont le premier tour se tiendra en avril prochain et le deuxième tour 2 semaines plus tard. Quelles sont les ambitions et initiatives du gouvernement français pour la Chine pendant sa présidence, que l'on peut espérer? Est-ce que l'élection présidentielle française peut avoir un impact ou non sur la présidence européenne? Peut-on espérer un rôle moteur ou en tout cas proactif de la France sur les droits humains? Quelles sont les recommandations que nous pouvons adresser au président Macron et à son équipe? Ce sont toutes des questions qu'on peut se poser et dont on va débattre aujourd'hui. Alors, c'est pour tenter de répondre à ces questions que j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenants. Nous entendrons aujourd'hui d'abord M. Michael van Walt van Praag. C'est un avocat et juriste spécialisé dans la résolution des conflits entre États. Il est aussi spécialiste en droit international et un conseiller de l'administration centrale tibétaine et du Dalai Lama. Il vient aussi de publier un livre intitulé Tibet Brief 20/20, qui rappelle notamment que le Tibet n'a jamais fait partie de la Chine. Nous accueillons aussi aujourd'hui Madame Eustace Brignot. Bienvenue, Madame la sénatrice du Val d'Oise. Vous êtes membre du parti Les Républicains. Alors, au Sénat, vous êtes membre de la Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et de l'administration générale. Et vous êtes aussi la présidente du groupe d'information internationale sur le Tibet. Et enfin, nous serons rejoints dans quelques minutes par M. Raphaël Glucksmann, qui est membre du parti du Parlement européen, du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, vice-président du sous-comité des droits de l'homme. Il dirige aussi une commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques en Europe. Et on le sait, très impliqué sur la question ouïghour également. Donc merci à tous d'avoir accepté de participer à ce Tibet Talk. Et pour débuter, je vais me tourner d'abord vers M. Michael van Walt pour lui demander d'exposer les principaux messages, réflexions et recommandations que vous avez notamment tiré de votre dernier ouvrage Tibet Brief 20/20. Merci, la parole est à vous. Merci bien Vincent et l'ICT pour cette invitation. Tout d'abord, permettez-moi de rappeler le rôle fondamental de la France concernant les droits humains, d'ailleurs déjà depuis la Révolution française. Et la France a donc une position, mais aussi une responsabilité bien spéciale face à l'effort monumental de la Chine, non seulement de détruire le système international mis en place pour la protection des droits humains, mais de détourner le sens même de ces droits. Et nous en reparlerons probablement davantage. Quant aux violations des droits des Tibétains, il faut être conscient du fait
que ces violations sont les symptômes et les conséquences inévitables de l'occupation illégale du Tibet et de la quête du Parti communiste chinois pour le contrôle absolu du Tibet et de son peuple. Le conflit sino-tibétain est politique et l'occupation chinoise de ce pays est stratégique. Nous savons tous que les droits des Tibétains sont systématiquement et grossièrement violés depuis 70 ans, malgré la condamnation internationale. Les dirigeants chinois ne sont plus préoccupés par ce genre de critiques et certainement pas motivés pour y donner suite. Il faut donc plus traiter les symptômes sans aussi et surtout s'attaquer à leur cause. La France peut jouer un rôle très important dans ce dossier en tant que président de l'Union européenne. Elle peut prendre l'initiative pour persuader les États membres de l'Union européenne de mener une politique commune à propos du Tibet et donc envers la Chine. Une politique qui a comme but de soutenir véritablement une solution pacifique et négociée au conflit sino-tibétain. Permettez-moi de m'expliquer davantage. À l'heure actuelle, l'Union européenne et les gouvernements des États membres mènent une politique supposée soutenir une résolution négociée au conflit sino-tibétain. Mais leurs actions vont à l'encontre de cette politique. En déclarant ou en laissant entendre que le Tibet fait partie intégrante de la Chine aux seules fins d'apaiser Pékin, nos gouvernements anéantissent toute incitation qu'aurait Pékin à négocier avec les Tibétains. Car la seule motivation des dirigeants chinois pour négocier avec les Tibétains est précisément la perspective d'obtenir des Tibétains la légitimité et souveraineté au Tibet. Une légitimité et une souveraineté qu'ils ne possèdent pas aujourd'hui et qu'ils n'ont jamais possédé au Tibet. C'est Pékin qui a casé l'histoire au centre et au cœur du conflit, en justifiant sa présence au Tibet aujourd'hui et depuis l'invasion du Tibet en 1949-50, uniquement sur la base que le Tibet a soi-disant toujours fait partie de la Chine. À CREDA, l'organisation pour laquelle je travaille, nous avons examiné l'histoire des relations entre le Tibet et les différents empires de l'Asie depuis le XIIIe siècle, y compris ses relations avec la Chine, et nous avons examiné en profondeur cette question et la revendication de souveraineté de la Chine sur le Tibet avec l'aide d'une centaine d'éminents universitaires du monde entier, pendant bien 10 ans d'ailleurs. Le résultat est mis en évidence dans le livre duquel Vincent a parlé, Tibet Brief 2020, qu'en français on pourrait traduire Tibet au clair, et nous avons conclu qu'à aucun moment dans l'histoire le Tibet n'a fait partie de la Chine. Et nous rejetons donc catégoriquement la revendication de Pékin. En fait, le récit historique de Pékin est faux et trompeur et sa revendication de souveraineté est infondée. Et ceci a des conséquences importantes non seulement pour le statut du Tibet et pour les devoirs de la Chine envers ce pays qu'elle a colonisé, mais aussi pour l'Union européenne, en fait pour tous les États. On peut constater que le nœud du conflit sino-tibétain n'est plus bien compris aujourd'hui. La Chine mène une propagande très effective et notre mémoire des événements importants concernant l'invasion du Tibet et son occupation s'estompe. Simplement dit, les membres de la communauté internationale, y compris les États membres de l'Union européenne, ont perdu de vue le fait que le conflit sino-tibétain est un conflit international, que la Chine a envahi un pays indépendant, que cette agression, aussi bien que l'occupation du Tibet aujourd'hui, sont des violations des normes les plus fondamentales du droit international et de l'ordre international. Tibet est donc un pays occupé et cela s'accompagne d'obligations et de responsabilités juridiques internationales de notre part. Tout d'abord, de ne pas reconnaître l'acquisition de territoires par la force.
Et les perspectives de pourparlers sino-tibétains sont affectées par le besoin de négocier selon la façon dont ce besoin est perçu par Pékin. Et à l'heure actuelle, Pékin n'en ressent aucune nécessité. Nos gouvernements donnent déjà toute satisfaction à Pékin en se conformant aux conditions exigées par la Chine et relatives au Tibet, et cela sans quiproquo. Nos gouvernements ne remettent nullement en cause la légitimité de Pékin à gouverner le Tibet. Ils sont même prêts à déclarer, comme l'a déjà fait la France en 2008, qu'ils considèrent le Tibet comme faisant partie de la Chine, même si cette assertion est précisément ce que le droit international interdit. La légitimité de gouverner le Tibet appartient aux Tibétains et non pas à la Chine. Et là est le plus grand levier des Tibétains dans toute négociation avec la Chine. Dans une situation d'asymétrie de pouvoir, comme c'est le cas pour le Tibet face à la Chine, ce levier doit absolument être maintenu par la communauté internationale afin de rendre les pourparlers possibles. Et actuellement, le levier tibétain est sapé par nos gouvernements et bien en violation, comme je l'ai dit, du droit international. Chaque déclaration d'un gouvernement selon laquelle le Tibet est considéré comme faisant partie intégrante de la Chine est un autre clou dans le cercueil d'une solution négociée. Tant que nos gouvernements ne contesteront pas la revendication de souveraineté de la Chine sur le Tibet et donnent un vernis de légitimité à l'annexion chinoise du Tibet en violation des normes fondamentales du droit international, Pékin n'entraîne aucune incitation, aucune raison à négocier avec les Tibétains. Alors que faire? Qu'est-ce que je propose que la France fasse en tant que président de l'Union européenne? Eh bien, en premier lieu, de persuader les États membres de cesser de faire ces déclarations explicites ou implicites, reconnaissant la souveraineté chinoise sur le Tibet ou suggérant la légitimité du régime colonialiste au Tibet. Dans le cadre de sa stratégie destinée à convaincre le monde que Pékin possède la souveraineté sur le Tibet, Pékin déploie systématiquement un vocabulaire soigneusement choisi pour favoriser ou destiné à favoriser l'acceptation internationale de l'incorporation chinoise du Tibet comme étant légale, et non seulement légale, mais irréversible. Nous devons donc non seulement mettre en cause toute référence au Tibet comme faisant partie de la Chine, nous devons aussi cesser d'utiliser la terminologie officielle chinoise se référant aux Tibétains comme, par exemple, à une minorité ou un groupe ethnique. Pékin qualifie les Tibétains de minorité ethnique, mais c'est une fausse représentation des Tibétains. Premier point, les Tibétains sont majoritaires dans leur propre pays, et non la minorité ethnique appartenant à un autre peuple ou à un autre pays. Deuxième point, en vertu du droit international, les Tibétains doivent être absolument qualifiés de peuple et non pas de minorité ethnique ou religieuse. Les droits accordés à une minorité, comme vous le savez bien, ou à une minorité ethnique, sont très sensiblement inférieurs à ceux accordés à un peuple. Et en qualifiant systématiquement les Tibétains de minorité ethnique de Chine et en poussant leurs interlocuteurs dans cette voie, Pékin vise à modifier notre perception du statut et des droits des Tibétains tels que définis dans le droit international. Rappelons-nous donc que le Tibet est un pays occupé, les Tibétains sont un peuple au terme du droit international, et finalement, la France pourrait persuader les membres de l'Union européenne de ne pas soulever la question des droits humains des Tibétains sans à la fois aborder le conflit sous-jacent dans ses dimensions politiques, sécuritaires, juridiques et internationales. Ces deux doivent aller en deux paires, ce qui envoie un signal clair à Pékin qu'il y a un conflit à résoudre, qu'il ne s'agit pas d'affaires internes chinoises,
et que la communauté internationale est prête à s'engager à cet égard. Et c'est la France qui devra mener et gérer cette nouvelle politique européenne. Sa tâche sera facilitée peut-être par le fait que les États-Unis ont déjà pris conscience du besoin de modifier leur politique envers le Tibet dans cette direction. Mais pour réussir, le gouvernement français devra s'y mettre tout de suite. Il n'y a vraiment pas de temps à perdre. Merci. Pour ces éclaircissements. Je crois que tu as remis un peu, comme on dit, l'église au milieu du village. Je crois que l'éclairage de la question tibétaine à travers le droit international est très très pertinente et effectivement c'est des propos et des points de plaidoyer politique qui peuvent être menés et dont aussi à notre niveau à CICT nous tenons évidemment bien compte et nous essayons de les relayer. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Monsieur Glucksmann et remercier pour sa participation. Vous serez le troisième intervenant après Madame Eustache-Brinio, si cela vous convient. J'aimerais vous passer maintenant la parole, Madame Eustache-Brinio, en tant que présidente du groupe d'information internationale sur le Tibet au Sénat. On vous écoute si vous avez à la fois ou des commentaires sur les propos que Monsieur Van Walt, Michael vient nous donner, et peut-être nous dire un peu le rôle qu'a joué votre groupe d'un point de vue institutionnel en France, et qu'est-ce que vous attendez de la France pendant la présidence européenne à venir par rapport à la Chine et le Tibet en particulier. Bonjour Vincent, bonjour à tous, bonjour Monsieur Glucksmann, bonjour Michael, bonjour à vous. Moi, je vais juste, pendant quelques minutes, si vous voulez bien, présenter un peu le travail de notre groupe, le groupe d'information qui est donc, c'est que au Parlement, il y a des groupes d'amitié. Évidemment, comme le Tibet, malheureusement, n'est pas un pays à part entière, notre groupe a une dénomination particulière, c'est le groupe d'information internationale sur le Tibet, que moi je préside depuis à peu près un an maintenant. J'ai succédé, je veux le dire, à Michel Raison, qui est un sénateur qui a entre guillemets pris sa retraite et moi j'avais intégré donc ce groupe en 2017 quand je suis arrivée au Sénat parce qu'à titre personnel je soutiens la cause tibétaine depuis une vingtaine d'années, donc pour moi j'avais pas d'autre solution que d'intégrer ce groupe et donc je le préside depuis une année à peu près. Donc c'est un groupe qui est composé de 23 sénateurs de tout horizon politique, de toute couleur politique, et qui est effectivement passionné et sensibilisé au problème de la question tibétaine, en particulier celle des droits de l'homme, mais pas que ce sujet-là. On a en région parisienne, en tout cas, une communauté tibétaine assez importante avec laquelle, à titre personnel, j'ai beaucoup de liens. Et donc, du coup, ça nous permet de travailler avec eux, voilà, sur des réflexions un petit peu particulières. Donc, avec nos collègues membres du groupe, nous travaillons aussi de manière très étroite avec le groupe d'études sur la question du Tibet à l'Assemblée nationale, hein, qui est présidé par Madame Coutu-Picard, avec lequel on s'entend très bien, puisque on s'était retrouvés à Bruxelles, où on s'était vu d'ailleurs, Vincent. Je crois qu'on ne s'est pas revu depuis la marche de Bruxelles d'ailleurs. Non, je non, crois non, que c'est nous ne vrai. sommes pas revus. Non, non. Voilà. Et donc, notre groupe, en fait, il suit de très près, évidemment, la situation économique et sociale du Tibet, mais pas uniquement. C'est-à-dire que moi, je suis attachée aussi à ce qu'on puisse avoir une connaissance approfondie sur tout l'aspect culturel, la culture, cette histoire du Tibet, ce peuple du Tibet. Comme le disait tout à l'heure Michael, c'est un peuple à part entière et c'est important qu'on s'approprie l'histoire de ce peuple. Et bien évidemment, des questions importantes qui sont les questions environnementales dans la région du Tibet, puisque c'est pas par hasard que cette région s'est fait annexer sa place stratégique dans l'Himalaya. On a effectivement fait une force, mais aussi une faiblesse lorsque ce pays a été annexé. Donc, sur ce sujet-là, nous avons aussi souvent des réflexions à mener. En tout cas, notre rôle, c'est aussi de communiquer sur ce sujet à chaque fois qu'on en a l'occasion, en tout cas. Donc évidemment, nous représentons les élus de la nation et je le disais il y a quelques secondes, nous sommes extrêmement attachés et sensibles, et ça c'est important de le dire et de communiquer là-dessus, à cette identité tibétaine. Voilà. C'est vrai que souvent, moi, quand j'ai l'occasion d'échanger avec des concitoyens, avec des habitants des Français, ils me disent mais les Tibétains sont chinois. Bah oui, ils ont une carte d'identité chinoise, mais ce ne sont pas des Chinois
voilà, tels que on peut les imaginer. Il faut que l'on puisse défendre la richesse de leur histoire, la richesse de leur spiritualité qui est millénaire. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Le peuple tibétain est attaché à cela et c'est à nous de le porter et de le véhiculer. Je pense que c'est extrêmement important. Donc, nous recevons évidemment de manière très régulière des représentants du gouvernement en exil. Moi, j'ai eu l'occasion de manifester avec eux d'ailleurs. Certains parlant français, ça nous arrange récemment. D'autres pas, mais on arrive toujours à communiquer et à avoir des échanges avec des représentants de ce gouvernement en exil. On reçoit bien évidemment des experts qui peuvent nous éclairer sur ce qui se passe ou en tout cas aussi sur l'histoire de ce peuple. Et Michael a été évidemment reçu par notre groupe il y a quelques semaines. Nous sommes aussi attachés à aborder le problème des réfugiés tibétains, alors qu'ils sont relativement bien pris en charge ici. Ils ont très rapidement leur carte de réfugié quand ils arrivent en France. Mais bon, il n'y a pas que la carte de réfugié. Je pense qu'après, il y a une prise en charge humaine et sociale. Et moi, en tout cas, je suis très attachée à leurs conditions de vie parce que parfois, c'est pas très facile. Et voilà, nous travaillons aussi sur ce sujet. Et puis, évidemment, les membres de la communauté tibétaine de France, nous les recevons évidemment très, très souvent aussi. Mais nous avons aussi reçu, il y a à peu près un an, des représentants chinois de la région autonome du Tibet. On les a reçus pour la première fois au Sénat, il y a à peu près un an. Nous avons un lien avec l'ambassade de Chine. Alors, très sincèrement, quand on a ce type de rendez-vous, il faut un peu se préparer à poser les questions qui fâchent, mais pas avoir obligatement les réponses que nous attendons. Il ne faut pas se leurrer. Mais en tout cas, c'était intéressant d'avoir eu ce premier contact avec des représentants chinois de la région autonome du Tibet. Nous sommes bien conscients que ce n'étaient pas des Tibétains de souche, mais en tout cas, ça nous a permis en tout cas de les recevoir et d'échanger et de poser les questions que nous avions envie de poser. Nous n'avons pas eu d'état d'âme sur les questions que nous avions posées, sur la destruction des temples, sur la sauvegarde de la culture tibétaine et de la langue tibétaine. Bien évidemment, on est bien conscient que les réponses n'étaient pas évidemment celles qu'on attendait, mais elles ont eu en tout cas le mérite d'être posées. Donc voilà. Alors évidemment, nous attirons aussi, je pense que M. Gutmann le fait peut-être encore plus que moi au niveau européen, mais nous en tout cas, à notre niveau en France, on attire l'attention des politiques par un certain nombre de courriers et de questions écrites que nous faisons, et en particulier à Jean-Yves Le Drian sur la situation au Tibet, en particulier sur les programmes de travaux forcés, sur le sort des Ouïghours. Moi, j'avais posé une question l'année dernière, je crois que ça fait à peu près un an, sur le travail forcé. Le problème, quand on pose des questions très claires, c'est que la diplomatie fait que parfois les réponses sont effectivement pas celles qu'on attend. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que dans les réponses que nous avons sur ces sujets-là, il y a beaucoup, entre guillemets, alors je le dis parce que comme je suis une femme politique, je peux le dire, beaucoup de politiquement correct, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup de phrases et beaucoup de mots pour poser des intentions, mais probablement, à mon sens, pas assez d'action. Mais on y reviendra probablement tout à l'heure quand on parlera des droits de l'homme. Alors effectivement, le problème que nous avons sur la connaissance de ce qui se passe au Tibet, on a effectivement les informations de l'ambassade de Chine avec la version officielle. Bon, voilà, je pense que tous quatre aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire. On a évidemment parfois, et avec ICT, on travaille avec vous de temps en temps, un complément d'information avec les rares ONG qui peuvent nous donner des informations. Bien évidemment, on a aussi avec le gouvernement en exil qui peut nous donner un petit peu des informations de ce qui se passe au Tibet. Aujourd'hui, on est plutôt quand même assez inquiet. Puis le Covid ne nous aide pas parce que ça s'est encore plus fermé que d'habitude. Donc bon, voilà. Donc le problème que nous avons, c'est que nous avons quelque chose qui nous manque, c'est le constat sur place, puisque pour l'instant, et ça fait des années, des observateurs internationaux ne peuvent pas aller voir ce qui se passe au Tibet. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait qu'on puisse arriver à faire un jour, c'est faire des déplacements. Peut-être un jour arriverons-nous, mais on sait bien qu'il y aura un contexte, on sera encadré. Mais je veux dire, la réalité de ce qui se passe au Tibet, personne ne peut aller voir vraiment ce qui se passe au Tibet, et nous n'avons des informations que par ceux qui en sortent et qui n'y retournent malheureusement pas parce qu'ils ne peuvent pas y retourner. Voilà. Donc, il y a un vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de la non-réciprocité des déplacements et des flux d'informations entre la Chine et le reste du monde. Bon, ça, je pense que nous quatre, nous sommes bien conscients de cela. Donc, sur effectivement cette présidence européenne,
nous devrons en profiter. Voilà. Après, moi, ce qui m'inquiète, mais on en reparlera parce que je crois que Vincent, après, il y a un temps qui va être consacré à nos échanges. Je ne suis pas sûre que nous ayons, avec la présidence française, je le dis ouvertement hein, parce que c'est pas simple, mais en tout cas, la capacité ou la volonté de bousculer les choses. Si on ne bouscule pas, si on n'ouvre pas les portes, nous n'y arriverons pas. C'est-à-dire que ne pas vouloir rencontrer le Dalai Lama et ne pas vouloir froisser les Chinois, on risque pas d'avancer si on ne le fait pas. Donc voilà, profitons également de cette présidence pour bousculer les choses. Je pense que tous les quatre, on pourra rappeler nos obligations. Moi, je fais partie de ces élus qui pensent que toutes les relations internationales et économiques ne justifient pas tout. Ça ne justifie pas tout. On est aussi en droit d'attendre des explications et on a une obligation de poser les questions sur la préservation des identités, la préservation des peuples et surtout des droits de l'homme. Donc voilà, oui, la Chine est une puissance aujourd'hui qui est réelle. Nous avons des relations effectivement économiques dont probablement l'Europe a besoin. Mais voilà, soyons bien clairvoyants. Ça ne doit pas tout justifier. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire passer nous dans ce groupe, en essayant de ne pas fragiliser les relations que nous avons et les possibilités d'avoir des informations. On est bien conscient parfois on est sur des œufs, mais il ne faut pas avoir peur de dire les choses quand même. Voilà ce que je voulais dire de ce groupe de travail qui est très attaché à ce qu'on n'oublie pas les Tibétains. Merci, et nous savons chez ICT évidemment le rôle important que vous jouez, que vous avez toujours vos portes ouvertes quand nous sollicitons des rendez-vous. Le fait que vous rencontriez les représentants du gouvernement tibétain en exil est évidemment un geste politique fort, ce que les diplomates des affaires étrangères n'osent pas faire, en tout cas ouvertement en général. Donc, donc je vous remercie pour ce soutien constant et continu. Et je crois que vous pointez la bonne question de la volonté de faire bouger les choses. C'est ça la question. Je pense que certainement la France a la capacité de le faire, elle a les moyens, c'est une puissance reconnue en Europe, bien établie, mais la volonté politique, c'est évidemment autre chose. J'aimerais me tourner vers vous, Monsieur Glucksmann. Au début, j'ai présenté les relations UE-Chine en disant les tensions qui existent aujourd'hui, suspension du dialogue droits de l'homme, suspension des accords de l'accord d'investissement à cause des sanctions que l'Europe a prises envers les 4 responsables chinois qui ont fait des exactions contre les Ouïghours. Ensuite, les contre-réactions chinoises de 10 personnes dont vous êtes aussi, vous avez été la cible. Donc, on voit une relation tendue. Donc, la présidence française arrive dans ces relations tendues. Et en plus, il y a l'élection française présidentielle qui vient se greffer et qui va peut-être influencer aussi l'agenda européen. Donc, je voudrais savoir, qu'attendez-vous de la présidence française avec votre casquette de député européen? Que peut-on espérer ou ne pas espérer pendant cette présidence? Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez. Bon, alors parfait, si la technique va, tout va. Que j'attends, j'attends que finalement, enfin, on montre qu'on est capable d'imposer un coup au comportement des autorités chinoises. Moi, je suis de ceux qui pensent que finalement, les autorités de Pékin sont des acteurs rationnels. Et c'est pas des terroristes d'Al-Qaïda qui pensent que si ils se font sauter dans une pizzeria, ils iront au paradis. C'est extrêmement compliqué d'établir un rapport de force avec des fanatiques. Mais par contre, avec des acteurs rationnels, eh bien, il est recommandé d'établir un rapport de force lorsque vous voulez obtenir un résultat. Or, le problème, c'est que jusqu'ici, il n'y a eu aucun coup imposé au gouvernement chinois pour sa répression des Tibétains, puis des Ouïghours, pour sa répression des Hongkongais ou ses menaces à l'égard de Taïwan, et sa répression d'ailleurs des dissidents chinois. Mais il n'y a eu aucun coup imposé. Et donc, il n'y a eu aucun besoin à Pékin de faire un calcul coût-bénéfice d'une... Ah, j'ai été coupé? Non? Il n'y a eu aucun besoin à Pékin d'établir un calcul coût-bénéfice pour ces politiques. Et je pense que si la France veut être à la hauteur des principes qui sont censés animer notre histoire et notre République,
et animé aussi la construction européenne, mais pas simplement des principes, des intérêts à long terme, des intérêts stratégiques de l'Union européenne, eh bien, il faut qu'elle mette en place les outils très concrets qui permettraient d'imposer un tel coût et d'engager un tel rapport de force. Quand on pense au système chinois, on a l'impression comme ça d'une espèce de mastodonte qui serait absolument inamovible et intouchable. On se rend compte à quel point on est dépendant finalement du système chinois en Europe. Mais cette impression est seulement partiellement vraie. Parce qu'en réalité, il y a une interdépendance. Et si on veut imposer un coût aux autorités chinoises, on peut parfaitement le faire. Et ça passe par des moyens qui sont absolument pas des moyens guerriers. Personne ne va entrer en guerre et personne ne demande à la France ou à l'Union européenne d'entrer en guerre avec le gouvernement chinois à propos du Tibet. Par contre, entre ne rien faire et faire la guerre, il y a tout un espace qui s'appelle la politique. Et donc, ce que nous, on demande, c'est d'investir cet espace enfin. Et cet espace, ça passe par notamment des moyens qui sont des outils commerciaux visant à faire pression sur le gouvernement chinois en heurtant ses intérêts. Par exemple, j'ai rencontré il y a encore 15 jours un Tibétain, ancien détenu, qui a passé 17 heures par jour à fabriquer des chaussures, des t-shirts pour des sous-traitants chinois des grandes marques internationales. Eh bien, si nous imposons le bannissement des produits de l'esclavage de nos marchés, comme l'ont fait d'ailleurs les Américains, donc c'est pas utopiste ou gauchiste de faire ça, c'est quelque chose de parfaitement réaliste, eh bien, nous infligeons un coût au système chinois. Si nous imposons le devoir de vigilance des entreprises, qui permet de chasser l'esclavage des chaînes de production des multinationales, nous imposons un coût. Si nous faisons des sanctions non pas contre des officiels intermédiaires et des échelons intermédiaires du parti, mais contre par exemple Chen Quanguo, qui est le responsable, le secrétaire général aujourd'hui du Parti communiste chinois au Xinjiang, mais qui était auparavant le maître d'œuvre de la répression au Tibet, en nommant bien les raisons pour lesquelles nous le sanctionnons, c'est-à-dire sur les crimes contre ces deux peuples, et je suis d'accord, pas minorité, peuple, eh bien, nous infligeons un coup. Et donc, je ne sais pas si on peut arriver à faire changer la politique chinoise au Tibet ou contre les Ouïghours. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous n'essayons pas de le faire. Et que la France s'honorerait à mettre en place ces outils qui permettraient qui permettrait à nos discours sur les droits humains et sur les droits des peuples de devenir quelque chose d'autre que des mots vains. Parce qu'en fait, je pense que les discours sont importants et effectivement, ils sont encore, les mots sont utilisés avec une parcimonie qui fait honte à l'Europe, mais que derrière ces mots, si on veut que ces mots soient entendus à Pékin, il faut des actes. Et que il s'agit d'actes assez simples à mettre en œuvre. Bien sûr, ça heurtera quelques intérêts en Europe et des intérêts puissants, mais ce sont des actes qui ne vont pas déclencher la Troisième Guerre mondiale. Ce sont des actes qui sont des actes commerciaux assez simples, mais qui sont assez puissants pour envoyer un message aux autorités chinoises. Et donc moi, ce que j'attends de la présidence française, c'est la mise en place de ces outils et une politique qui ne se fonde plus simplement sur la crainte de se faire engueuler par l'ambassade de Chine ou par le ministère des Affaires étrangères à Pékin. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête d'avoir à ce point peur de notre propre ombre. On a des principes, on a des intérêts stratégiques à long terme. Les deux exigent de nous une politique beaucoup plus ferme à l'égard du régime chinois. Et je crois d'ailleurs que plus on aura cette politique de fermeté tôt, plus on s'épargnera le risque d'un conflit généralisé avec les autorités de Pékin. Mais en les laissant avaler le Tibet, puis en les laissant déporter les Ouïghours, puis en les laissant supprimer les libertés des Hongkongais, eh bien, nous favorisons finalement l'appétit expansionniste du régime de Pékin et nous favorisons la possibilité d'une émergence d'un conflit ensuite dans le détroit de Taïwan et d'un conflit encore plus général par la suite. Et donc, il est important de marquer un stop à cette hégémonie et en un sens, en soulevant la question tibétaine, en soulevant la question des Ouïghours,
nous servons les idéaux qui sont censés guider notre politique, mais nous servons aussi nos intérêts propres. Nous nous servons nous-mêmes. Parce que de toute façon, il y aura un moment où il faudra accepter ce rapport de force. Et si nous le faisons aujourd'hui, nous sommes encore en position de force, mais nous ne le serons peut-être plus dans 10 ou 15 ans, quand nous aurons le couteau sous la gorge et que nous serons obligés de le faire. Donc voilà, défendre les Tibétains, c'est aussi se défendre soi-même. C'est le message que j'essaie de dire, parce que simplement miser sur l'humanisme des uns et des autres, j'ai bien compris que ça ne marchait pas toujours. Mais quand on essaye de dire que finalement avoir une démarche humaniste, c'est aussi prendre en compte ses propres intérêts à long terme, il y a peut-être plus de chances de convaincre les dirigeants français de mettre le sujet sur la table et non plus sous le tapis. Merci Monsieur Glucksmann, je partage entièrement vos propos. Je crois que la politique européenne est souvent très, très passive, manque de volonté, manque de vision stratégique, ne se donne pas les moyens de ses ambitions qu'elle pourrait mettre en œuvre, et qu'on laisse une marge de manœuvre beaucoup trop large à la Chine, qui en profite, et qui pousse les limites le plus loin qu'elle peut, et si elle voit qu'on ne réagit pas, elle va continuer à avancer dans la même direction. Donc ça, c'est un problème récurrent qui se pose. J'aimerais revenir à Madame Eustache-Brinio et parler de la visite de Macron aux États-Unis en 2018. Il a dit devant les étudiants de l'université de George Washington, je cite, la France peut être utile pour régler la situation entre le Dalai Lama et son peuple, et la Chine, je ferai de mon mieux. Mais à notre connaissance, cette déclaration ou cette intention n'ont été suivies d'aucun effet, malheureusement. Et je voulais savoir si vous pensez que aujourd'hui la France pourrait jouer un tel rôle, par exemple, de médiation entre les deux parties. Est-ce que ça vous semble une option réaliste? Ce que vient de dire M. Glucksmann, il répond en partie à ce que vous venez à cette question. Le problème, c'est que on ne doit pas se poser de questions. Est-ce que ça plaît ou est-ce que ça ne plaît pas aux Chinois? Et est-ce qu'il y aura des conséquences positives ou négatives? Ou on a une conviction, franchement, la politique c'est ça aussi, hein, où on a une conviction et on trouve tout à fait anormal ce qui se passe en Chine. Et effectivement, on dit aux Chinois, stop, ça suffit. Et je rejoins M. Glucksmann, et pourtant nous ne sommes pas tout à fait du même bord, mais je le rejoins complètement quand il dit, on ne peut pas se satisfaire de l'idée que ça va bousculer les lignes et peut-être que ça ne va pas leur plaire. Et c'est vrai, il a raison de dire que ce ne sont pas des terroristes qui sont en face de nous. Ils ne vont pas aller faire exploser l'ambassade de France en Chine. Mais je suis assez convaincue que les Chinois jouent avec nos propres faiblesses. Avec nos propres faiblesses. Nous sommes faibles, ils sont forts en nombre, en développement, enfin, sur le dos des droits de l'homme et sur le dos d'un certain nombre de leurs concitoyens. Et en face, ils ont des gens qui ne réagissent pas. Qu'est-ce que ça peut faire? Quelle est la conséquence gravissime si, par exemple, le président Macron rencontre le Dalai Lama et que ça ne plaît pas aux Chinois? Ils vont faire quoi? Ils vont pas être contents? Ils vont pas être contents? Ils vont quoi? Ils vont couper toutes les relations internationales qu'ils ont avec les autres pays? Pas du tout. Ils vont juste comprendre qu'il y a un moment, la France parle avec tout le monde, y compris avec un représentant qui est, par exemple, le Dalai Lama, qui a quand même une place particulière pour la communauté tibétaine. Donc le problème, c'est que on ne peut pas se contenter de faire des petites phrases en rappelant aux Chinois qu'il y a des choses à respecter, sans l'acter concrètement. Je l'ai lu récemment, je donne un exemple quand même intéressant, et ça, je me dis que les lignes commencent à bouger. J'ai lu récemment, mais je me rappelle plus dans quelle ville. Il y a une ville en France, là, récemment, qui vient de refuser l'extension d'un magasin Zara parce que justement, les vêtements sont fabriqués en Chine par des gens des enfants ou des gens qui travaillent dans des conditions épouvantables. Ça a été le critère de refus de l'extension de cette boutique. Donc si on avait aujourd'hui un gouvernement français qui rappelle aux entreprises, parce qu'il y a une loi de 2017, qui rappelle aux entreprises que il y a la vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre en mars 2017, et ils doivent vérifier les risques liés aux activités. C'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire dire aux entreprises françaises, vous ne pouvez pas commercer à n'importe quel prix. Et sincèrement, je pense que les lignes se bousculeront et que les Chinois, ça ne va pas les empêcher de faire du commerce. Je fais une petite parenthèse. Il y a les Tibétains, il y a les Ouïghours, il y a tout le reste, tout ce qu'on a. Mais c'est une petite parenthèse différente. À force de les laisser faire ce qu'ils veulent, regardez ce qu'ils font en Afrique.
Regardez ce qu'ils font en Afrique. Moi, à titre personnel, je suis une grande voyageuse à travers le monde. Je vais dans les pays d'Afrique australe en particulier. Il y a 5 ans et il y a aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a des endroits d'Afrique australe que vous ne reconnaissez pas parce que les Chinois ils détruisent tout. Et on les laisse faire. On les laisse faire parce que le monde dit c'est pas bien, mais à part dire c'est pas bien, on fait rien. Eh bien, moi, je pense qu'à un moment, quand on est, enfin, des pays comme les nôtres, des puissances comme les nôtres, si on n'est pas capable de dire stop, ça suffit, c'est pas à n'importe quel prix, on n'y arrivera pas. Et les Chinois, probablement, attendent ça aussi, parce que pour l'instant, ils s'en fichent, on les laisse faire, nous n'avons que des intentions, mais pas d'action. Et vraiment, il faut que ça cesse. Et l'exemple, c'est de dire, nous rencontrons qui nous voulons, que ça vous plaise ou pas, parce qu'on veut faire avancer des choses. On ne peut pas faire avancer des choses qu'en écrivant et qu'en étant dans l'incantation, vraiment. Ça, je pense que c'est très important. Merci pour cette réaction, ces compléments d'information. La dernière fois que la France a exercé la présidence de l'Union européenne, c'était en 2008, pendant les Jeux olympiques de Pékin. Et à cette période-là, c'était le président Sarkozy qui était en place. Et je veux demander à Michael, donc le président Sarkozy avait rencontré le Dalai Lama. Cela avait en tout cas entraîné une réaction politique de la Chine qui avait même fait sauter un sommet entre l'UE et la Chine à ce moment-là. Aujourd'hui, enfin il y a quelques années, en 2018, de nouveau, le président Macron, dans ce même voyage aux États-Unis, dans ce même voyage, disait sur une rencontre avec le Dalai Lama, si je le rencontre, cela va créer une crise avec la Chine, donc je pense que ce sera inutile et contre-productif. Donc c'est le propos qu'il a tenu. Que pensez-vous de ces déclarations, Michael? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec M. Glucksmann et avec Mme Eustache-Brinio. Qu'il ne faut pas avoir peur. Et non seulement il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas jouer le jeu de Pékin. Et c'est ce qu'on fait exactement. Donc, c'est une stratégie très simple que Pékin mène, c'est-à-dire qu'il se fâche quand on fait quelque chose qui les déplaît. Et Tibet est pour eux une question terriblement importante parce qu'ils ressentent très bien qu'ils n'ont pas la légitimité au Tibet. Et c'est pour ça, bien sûr, qu'ils qualifient le Tibet aussi de, comment est-ce que c'est qu'ils disent, un intérêt central, un de leurs intérêts de clé, pour qu'on ne touche pas. Et donc, chaque fois qu'un diplomate, qu'un politique, qu'un dirigeant d'un gouvernement tâche d'aborder une question sur le Tibet ou rencontre le Dalai Lama ou rencontre un des dirigeants du gouvernement tibet en exil, la réaction chinoise est bien calculée de se fâcher de telle façon que ces diplomates, ces politiques, ces dirigeants de gouvernement disent tout de suite, ah non, on ne peut pas faire ça parce qu'ils vont se fâcher. Et donc on joue tout simplement le jeu. Donc la déclaration que vous venez de nous rappeler, que le président français vient de dire que ça serait quand même pas bien pour les relations, que ça causerait une crise, eh bien, c'est exactement ça que les Chinois veulent qu'on pense, et ça nous mène à tout simplement ne pas mener la politique de façon, selon nos principes, mais aussi, exactement comme M. Gluckman l'a dit, selon nos intérêts. On joue le jeu de Pékin, on sert les intérêts de Pékin. Et on le fait non seulement avec les Tibet, on le fait avec toutes sortes d'autres questions que les Chinois veulent mener dans une certaine direction. Et donc, oui, je trouve que le président devrait bien sûr rencontrer le Dalai Lama, rencontrer n'importe qui est dans l'intérêt de la France de rencontrer, et non seulement de la France comme tel qu'un pays, mais selon aussi les besoins du peuple français, et qui représente les principes qui sont importants pour la France. Merci Michael. Monsieur Glucksmann, dans moins de 3 mois se tiendront les Jeux olympiques d'hiver en Chine. Depuis les derniers Jeux de 2008, qui sont passés à Pékin, les droits de l'homme se sont dégradés dans tout le pays.
et malgré les promesses chinoises. Donc ils avaient obtenu les Jeux en disant on va améliorer les choses, on va améliorer les droits de l'homme, et il n'en est rien, au contraire. Donc notre association appelle en tout cas au boycott politique diplomatique des Jeux. Certains activistes, comme par exemple Dongdu Huangshen, qui est actuellement en tournée en Europe, un ancien prisonnier politique, il dit qu'il faut reporter ou déplacer les Jeux dans un autre pays. Human Rights Watch dénonce le silence des entreprises qui sponsorisent les Jeux, comme Panasonic, Samsung, Toyota, Visa, Airbnb, Coca-Cola, etc. On a reçu une question sur notre site lié au débat qui demande comment est-ce que convaincre le gouvernement français de ne pas se rendre au JO de Pékin. Donc, Monsieur Glucksmann, que pensez-vous de ces Jeux et quelle position politique adopter à ce sujet? Alors, je vais répondre à la question, juste je voudrais insister sur l'importance de ce que mes deux camarades de réunion ont dit. En fait, la phrase d'Emmanuel Macron qui dit « je ne peux pas le rencontrer parce que sinon ça déclencherait une crise », c'est la logique même de la diplomatie européenne aujourd'hui. C'est pas propre à Emmanuel Macron, mais c'est la logique même qui anime les chefs d'État et les chefs de diplomatie en Europe. Mais ça veut dire qu'en fait, notre comportement, notre attitude, notre politique dépend des réactions de Pékin. Et que donc on ne poursuit pas nos propres intérêts, on dépend de la ligne narrative que Pékin impose. Alors, pour ne pas créer de crise, on ne va pas rencontrer le Dalai Lama. Pour ne pas créer de crise, on ne va pas prononcer le mot ouïghour quand on est à Pékin. Pour ne pas créer de crise, on ne va pas avoir de relation avec la présidente démocratiquement élue de Taïwan. Pour ne pas créer de crise, on ne va pas protester quand les Hongkongais se font arrêter. Pour ne pas créer de crise, donc à la fin, pour ne pas créer de crise, en fait, on aligne nos objectifs, nos intérêts sur les intérêts chinois. C'est exactement la logique d'un bully qui est dans une cour de récréation et tous les autres enfants se demandent s'ils ont le droit ou pas de jouer à la marelle ou de jouer à chat perché parce que ça pourrait énerver le bully. Enfin, écoutez, à un moment, il faudra quand même que chacun détermine ses propres intérêts, ses propres convictions et qu'on arrête en permanence en Europe de penser qu'on est si faible qu'on a besoin en fait de calquer notre comportement, notre agenda sur l'agenda d'un régime autoritaire comme celui de Pékin. Et c'est la même chose d'ailleurs qui nous arrive quand on parle de la Russie, quand on parle de Loukachenko. Enfin, c'est une attitude générale européenne qui est une attitude d'impuissance. On est le premier marché du monde. Ça va. Les Chinois, les producteurs chinois ont autant besoin d'accéder à notre marché que nous avons besoin de leurs produits. Donc on n'est pas sans armes et faibles face à une surpuissance chinoise. C'est complètement faux. On décide d'être faible. On se résout à l'impuissance. Et c'est ça qui crée notre impuissance. Et donc c'est extrêmement important de casser cette narration-là, dont la phrase d'Emmanuel Macron n'est qu'un symptôme parmi des dizaines et des dizaines de manifestations quotidienne. Maintenant, sur la question des Jeux Olympiques, vous avez raison de mettre en parallèle avec les Jeux Olympiques de 2008. Parce qu'en fait, à l'époque, on nous a expliqué quoi? Que les Jeux Olympiques étaient symboles d'ouverture sur le monde et que finalement, en donnant les Jeux Olympiques à Pékin, en allant à Pékin, eh bien, on allait contribuer à l'ouverture de la Chine sur le monde. Bah alors, très bien. Regardons aujourd'hui la Chine par rapport à il y a 14 ans. Tous les indicateurs se sont dégradés en matière de démocratie, de liberté, de droits des peuples, de droits des êtres humains. Absolument tous. La Chine ne s'est pas ouverte politiquement sur le monde, elle s'est repliée sur son ultranationalisme. Les Jeux Olympiques ont participé à cette affirmation de la puissance chinoise et à cette émergence d'une forme d'hubris des autorités de Pékin. Et donc là, on va refaire la même erreur dans un moment encore beaucoup plus problématique, puisqu'il y a entre-temps eu l'affirmation du pouvoir personnel de Xi Jinping et l'exaltation d'une forme de nationalisme qui fait passer le nationalisme précédent d'avant Xi Jinping comme quelque chose d'absolument délicieux et ouvert. Donc là, il y a quand même une erreur qu'on ne peut pas refaire deux fois. Enfin, je veux dire, c'est à un moment, s'y rapprocher de l'histoire, c'est pas la peine de revenir à 1936. Il suffit de revenir à 2008. Et dans le même pays. Donc, il y a la nécessité absolue de faire un boycott politique, en tout cas, parce que là, c'est bien trop tard, je pense, pour faire un boycott total des Jeux Olympiques.
Mais en tout cas, il y a la nécessité de faire un boycott politique et diplomatique, et il serait complètement lunaire que les autorités françaises, que le président Macron s'y rende. Je ne crois pas qu'il ira de toute façon en pleine campagne électorale, ce serait quand même prendre un risque politique délirant, mais même qu'un ministre français s'y rende ou qu'un officiel français s'y rende. Et la France doit s'accorder avec les autres États membres de l'Union européenne et avec les institutions européennes en tant que telles pour qu'il y ait un boycott diplomatique et que personne, qu'aucun représentant des États et des démocraties européennes ne vienne participer à une fête qui sera nécessairement, c'est toujours le cas, une célébration de la grandeur, non pas de la Chine, mais du régime communiste chinois. Et donc, il y a enfin, je veux dire, toute autre politique que celle du boycott diplomatique serait une aberration totale, et ce serait non seulement fouler aux pieds les principes, encore une fois, mais en plus jouer complètement, marquer contre notre camp. On n'a aucun intérêt aujourd'hui à nourrir l'hubris d'un régime dont les ambassadeurs se permettent d'insulter nos chercheurs de manière publique, enfin, qui se comportent comme des vice-rois anglais en Inde, alors qu'ils sont quand même censés être nos invités dans leurs ambassades et se comporter de manière digne. Donc il y a comme ça une forme de sentiment de surpuissance que les Jeux Olympiques ne vont faire que nourrir, d'autant plus si on les cautionne. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'appeler au boycott politique et diplomatique, essayer de l'obtenir. Et enfin, vous avez mentionné les marques qui participent à ces Jeux. Eh bien là, il va falloir faire des campagnes aussi avec les consommateurs qui interpellent ces marques. Nous, on s'est rendu compte sur la question du travail forcé des Ouïghours à quel point la mobilisation des consommateurs effrayait ces marques. Et au début, quand on a commencé à interpeller Adidas, puis Lacoste, puis d'autres multinationales du textile, on ne pensait pas que certaines, dont H&M aussi, par exemple, allaient céder à nos demandes. Mais en fait, on s'est rendu compte à quel point les consommateurs étaient devenus extrêmement importants pour ces marques qui investissent des centaines de millions dans leur image de marque. En fait, leur marque, c'est leur image de marque. C'est ça le cœur de leur business. Et donc, il va falloir que les Jeux Olympiques, qui sont censés être un moment de célébration de leur image de marque, viennent les ternir. Et je crois que pour les Tibétains, pour les Ouïghours, pour les Hongkongais, pour les dissidents qui se retrouvent en prison, pour les lanceurs d'alerte qui se retrouvent en prison, les Jeux Olympiques doivent être un moment où on remet leur destin au cœur du débat public. Et nous, il faut qu'on se serve de ces Jeux qui n'auraient jamais dû être donnés à Pékin, mais qui le sont, pour qu'à nouveau, on parle du Tibet, qu'à nouveau, on parle du Xinjiang ou Turkestan oriental, je ne le prononce pas, mais c'est des Ouïghours en tout cas, et qu'à nouveau on parle des démocrates hongkongais qui sont actuellement en prison. Et ça, c'est à nous en fait, c'est notre responsabilité. Je ne pense pas que ce soit dans le projet de la présidence française de l'Union européenne, sans trahir de secret, mais on doit être les empêcheurs de tourner en rond et les grains de sable qui enrayent les plus belles machines diplomatique et commerciale, et rappeler le président français aux principes de base de la République française. Quand même, on se targue assez d'être le pays qui a déclaré que tous les hommes naissaient libres et égaux sur cette terre, pour, au moment où on prend la présidence de l'Union européenne, être capable d'encourir les foudres d'un ambassadeur et d'un ministre des Affaires étrangères chinois. Oui, j'espère que vos messages seront entendus à l'Élysée et au Quai d'Orsay. Madame Eustache-Brinio, le Sénat a récemment adopté un rapport d'information qui s'intitule « La France peut-elle contribuer au réveil européen dans le XXIe siècle chinois ?» Une série de recommandations qui y figurent, comme par exemple le besoin d'unité européenne, ou encore que l'Union européenne, comme la France, doivent continuer, je cite, de mener un dialogue de haut niveau, lucide et exigeant avec la Chine sur les sujets qui constituent désormais les lignes rouges de la politique étrangère chinoise, le Tibet, Hong Kong, Taïwan, le traitement des minorités musulmanes, on utilise le terme de minorité, la liberté de navigation, y compris en mer de Chine, les droits de l'homme, etc. Alors pensez-vous que ces recommandations puissent remonter et vont être pris en compte par le gouvernement français pendant sa présidence de l'Union européenne et au-delà? En tout cas, ce rapport d'information, il tombe bien quelque part, j'ai envie de dire. Juste avant la présidence effectivement européenne
de la France. Je pense qu'il tombe bien ce rapport. Après, il montre bien dans ce rapport que la Chine, elle a 3 visages pour nous, hein, et tout le monde le rappelle dans ses prises de parole aujourd'hui. Hein. Elle est partenaire, elle est concurrent, elle est rivale, mais il faut juste mettre les bons dés à la bonne place et savoir ce qu'on accepte. Donc effectivement, ce rapport, moi je trouve il tombe au bon moment. Il alerte aussi sur entre guillemets, l'infiltration chinoise dans les universités, dans un certain nombre d'établissements. Donc, ce rapport, franchement, il permet, en tout cas, de poser quelles sont les forces et faiblesses de l'Europe vis-à-vis, effectivement, de la Chine, et peut-être de se dire ce qu'on disait tout à l'heure, jusqu'où allons-nous accepter cette place et cette force chinoise sans nous poser des questions probablement sur notre propre démocratie d'ailleurs, hein, parce qu'il arrivera un moment, ça nous posera aussi des problèmes pour notre propre démocratie. Donc je pense que ce rapport, il tombe au bon moment. Je voulais juste revenir 2 minutes sur les Jeux Olympiques, parce que je pense que c'est important. C'est vrai, tout le monde l'a rappelé ici, les Jeux ils vont avoir lieu. Je ne vois pas comment ils ont. Moi, ce qui me choque déjà intellectuellement, c'est que le CIO, envoie les Jeux à Pékin, comme la Coupe du Monde au Qatar. Sincèrement, comment des instances internationales sportives peuvent cautionner ce qui se passe au Qatar, ce qui se passe en Chine. Moi, déjà ça, personnellement, ça me choque beaucoup. C'est-à-dire que si les instances internationales sportives ne se posent pas la question des droits de l'homme et les conditions de l'organisation de toutes ces manifestations sportives, sincèrement, ça me pose un problème intellectuel. Bon, voilà, c'est une parenthèse que je voulais faire. Voilà, on ne peut pas tout accepter non plus de ces instances internationales qui doivent prendre part à cette conception de la liberté et de la démocratie aussi. Parce qu'en décidant d'aller faire des JO à Pékin, on cautionne un certain nombre de choses qu'on ne peut pas cautionner, il me semble. Il faut aussi que les instances internationales sportives aient le courage de le faire. Voilà. Donc, moi, je sais que j'ai fait toute la manif à Paris en 2008. Hein, voilà, je les ai toutes faites. Pour la fin de ma vie, j'étais gazée en manifestant parce que c'est pas trop mon style de manifester. Et je ne savais pas qu'il fallait mettre du citron sur son visage pour éviter d'étouffer. Mais en fait, j'ai appris des choses. Vous voyez, on apprend tout. Moi, je les ai toutes faites, les manifestations. Voilà, parce que j'étais pas parlementaire, mais je portais ça. Mais j'ai découvert quand même quelque chose que j'ignorais. C'est la présence déjà à l'époque de la police chinoise. C'est-à-dire que déjà en 2008, nous étions photographiés. Il y avait la police française, par exemple, qui nous empêchait d'aller devant l'ambassade. Bon, voilà, ça c'était leur rôle. Mais sincèrement, la police chinoise qui prenait des photos, qui surveillait les manifestants, moi, sincèrement, j'ai découvert ça. Et il s'est passé quoi depuis? Rien, parce que ça, c'était en 2008. Je suis sûre qu'aujourd'hui, les manifestations, parce que c'est des manifestations importantes en 2008 quand même, hein, si on organise, s'il y a de grosses manifestations à Paris, nous aurons la même police chinoise qui viendra surveiller ce qui se passe à Paris, chez nous. Mais comment on peut accepter ça? Parce qu'on l'accepte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'il faut dénoncer aussi. Et c'est ça. Et je pense que disait M. Glucksmann à l'instant, je pense que ça doit être un temps pour dénoncer ce qui se passe de manière beaucoup plus générale dans notre pays. Faire comprendre aux habitants qui achètent certaines marques que quand ils achètent certaines marques, ils cautionnent la maltraitance, l'esclavage presque, j'ai envie de dire. Ça, et je pense que les Français ne sont pas insensibles à ça. Et c'est notre rôle de le faire. Vous voyez, la cause tibétaine, elle a pris une place très différente à partir de 2008 en France, parce qu'il y a eu ces manifestations contre les Jeux Olympiques. Moi, j'ai organisé plein de trucs autour de ça, et les gens ont pris conscience que d'abord il y avait une identité tibétaine. Donc ces Jeux cette année, ces Jeux de 2022, doivent être le moment où effectivement on doit faire comprendre au monde que ce qui se passe en Chine n'est pas acceptable. Et effectivement, moi je pars, il me semble, mais c'est à mon petit niveau que je peux le dire, hein, au niveau de l'Europe ça va être peut-être plus facile, on ne doit pas participer à la cérémonie d'ouverture. Déjà, si on ne participe pas à la cérémonie d'ouverture de manière officielle, on marque un geste fort. Je ne suis pas sûre qu'on ait le courage de le dénoncer, je ne suis pas sûre qu'on ait le courage de le faire, mais ça serait un geste fort. Ça serait un geste fort, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. On partage votre sentiment. C'est en tout cas pour nous une erreur politique d'avoir attribué ces Jeux à la Chine de nouveau. C'est même incompréhensible. Alors, il est 4 heures, on est censé finir. Peut-être je vais poser une dernière question d'une minute chacun, si ça vous va, qu'on a reçue d'un auditeur ou d'une auditrice. La politique à court terme de la France ne la conduit-elle pas à renier ses valeurs? Peut-être un petit commentaire là-dessus. Bon, c'est un parti pris, mais
pouvez ne pas être d'accord avec la question non plus, mais Monsieur Glucksmann et puis Michael. Euh, bien sûr, mais c'est une politique à très court terme. C'est une politique qui vise d'abord à ne pas se faire engueuler, mais au-delà de ça, qui satisfait des intérêts privés particuliers à très court terme. Et moi, ce que j'essaye de rappeler, c'est qu'en fait, bien sûr que c'est légitime de fonder sa politique internationale, sa politique commerciale, sa politique, mais en général, sur ses intérêts. Ça, c'est pas un problème. Mais quels intérêts? Et c'est ça qui est l'enjeu. Et finalement, c'est pas simplement renier ses valeurs, c'est renier aussi ses intérêts stratégiques à long terme. Et c'est ça. Et ce que vous venez de dire sur la pénétration chinoise dans nos propres pays, c'est essentiel. Moi, je suis président de la commission d'enquête du Parlement européen sur les ingérences étrangères en Europe. Mais il y a un moment où il faudra quand même se poser la question de notre propre souveraineté. Les investissements massifs d'entreprises chinoises totalement affiliées au Parti communiste chinois, répondant à la loi sur la sécurité nationale passée à Pékin, qui investissent dans nos infrastructures stratégiques européennes, nos ports, nos banques, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? La persécution des opposants politiques chinois ou des représentants de Tibétains, de Ouïghours, sur notre propre sol, alors qu'ils ont le statut de réfugiés politiques. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? La pénétration de l'idéologie du Parti communiste chinois via les centres Confucius ou dans les universités, via les subventions officielles de la Chine, officielles à nos universités. Qu'est-ce que ça veut dire que cette chose? Le fait que d'anciens dirigeants de niveaux complètement variés, de partis complètement différents, de pays complètement différents, mais tous se mettent au service des anciens ministres, des anciens premiers ministres, se mettant au service du Parti communiste chinois ou d'entreprises liées au Parti communiste chinois. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Il y a un moment où c'est pas simplement promouvoir les droits humains dans notre politique étrangère, c'est simplement défendre des principes les plus basiques de la souveraineté, de la sécurité nationale. En fait, il faut qu'on devienne sérieux, même sur nos intérêts. C'est pas simplement défendre nos valeurs, c'est arrêter de renier nos intérêts à long terme, nos intérêts stratégiques au profit de l'intérêt à court terme de certains dirigeants d'entreprise ou de certains dirigeants politiques qui n'ont pas envie de se faire engueuler. Et donc, pour ne pas avoir de crise, pour reprendre la phraséologie, on va être prêt à accepter des choses qui non seulement foulent aux pieds nos valeurs, mais en plus foulent aux pieds les principes élémentaires de la société. Mais comment c'est possible qu'une ambassade dans notre pays te permette de persécuter des gens qui bénéficient de la part de notre État du statut de réfugié politique? Comment c'est toléré en fait? À quel moment on arrête de se laisser traiter comme une serpillière? Moi, j'ai envie de m'adresser non seulement à la part humaniste qui habite, j'en suis sûr, même si elle sommeille souvent, nos dirigeants, mais aussi, à la limite, à leur orgueil national. Moi, je n'aime pas qu'une ambassade puisse se comporter ainsi sur le sol français. Je n'aime pas ça en tant que Français. Et donc, ce que je leur demande, c'est simplement de réagir en tant que dirigeants représentant nos intérêts stratégiques à long terme et garants de notre sécurité et de notre souveraineté. Quand on donne le statut de réfugié politique à un opposant chinois ou à un représentant tibétain ou à un représentant ouïghour, eh bien, on est censé garantir sa sécurité et sa paix et sa paix d'âme et de cœur sur notre territoire. Et ça, on n'est même plus capable de le faire. Donc, il y a un moment où c'est pas simplement une question de valeur, c'est aussi une question, eh bien, simplement de respect de soi-même. Et la France et les autres pays européens feraient bien de plus se respecter eux-mêmes. Michael, un petit commentaire? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Glucksmann vient de dire. Je répéterai ce qu'il a dit mot par mot, à part que ça prendrait trop de temps de le redire.
c'est exactement ce qu'il faut prendre conscience de ce fait qu'on se fait faire, comme je l'ai dit avant, qu'on joue le jeu de Pékin et que c'est donc non seulement pas dans nos intérêts stratégiques ni selon nos principes. Donc ça a une question, une dimension morale, ça a une dimension politique, ça a une dimension stratégique qui atteint aussi notre souveraineté, comme il a dit bien. Mais aussi, je vous rappelle, ça atteint vraiment le sein de l'ordre international, juridique et politique qu'on a mis en place depuis la Seconde Guerre mondiale. Les Chinois, très systématiquement, tâchent de détruire cet ordre international et les fondations de droit international sur lesquelles elles sont basées. Et donc je pense aussi que c'est dans notre intérêt, même plus large que seulement la question relation avec la Chine, de ne pas agir seulement à cause de la peur de ne pas plaire à la Chine. Même de parler de Chine comme étant déjà, comme le dit le rapport, the Chinese Century 2021, c'est déjà dire, bon, c'est un fait accompli. C'est pas du tout un fait accompli. Bien sûr que la Chine a le droit de prendre sa place dans le monde, mais elle a aussi le besoin de prendre ses responsabilités. Et c'est à nous de ne pas laisser aller nos responsabilités, mais de réagir, de prendre nos actions, faire notre politique selon nos intérêts et, comme je vais le répéter encore une fois, selon aussi les règles du droit international ou plutôt les principes fondamentaux du droit international que la Chine viole et que nous violons quand on ne réagit pas de la façon appropriée. Merci beaucoup, Michael. Madame Eustache-Brignot, un dernier rapide commentaire. Oui, rapidement, parce que je partage évidemment tout ce qui vient d'être dit, que ce soit M. Glisman ou Michael. Moi, j'ai juste envie de dire que les intérêts français et les intérêts européens ne sont pas les mêmes intérêts que les intérêts chinois. Sachons le dire, sachons affirmer, sachons bousculer. Moi, je pense qu'il faut se respecter pour se faire respecter. Et ce n'est pas en baissant la tête que nous allons y arriver. Il va falloir à un moment dire que nous avons des intérêts qui ne sont pas les mêmes, mais que nous devons les défendre, quelle que soit l'attitude de la Chine. De toute façon, la Chine, elle a besoin du monde. Elle ne peut pas tout faire toute seule. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment se faire respecter. La Chine, c'est pas pour ça qu'elle va claquer la porte, c'est pas pour ça qu'elle va s'en aller de partout. Et puis si elle s'en va un peu, est-ce qu'on ne se comportera pas un peu mieux? Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut assumer ce que nous sommes, assumer les valeurs que nous partageons, que nous avons toujours défendues, y compris avec les grandes puissances. Voilà, je pense que c'est important de le faire, vraiment. Merci beaucoup. On suivra la situation de très près. On verra si dans les 6 premiers mois de l'année prochaine, on assistera à une forme de réveil, de sursaut français, européen et une sortie de la torpeur dans laquelle on est aujourd'hui, ou est-ce qu'on va garder un statu quo qui n'est malheureusement pas acceptable ni compréhensible. Voilà, je crois qu'on est tous les quatre sur la même longueur d'onde, presque d'entendre 4 activistes des ONG. Donc je vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation, votre éclairage. Il y a encore beaucoup de questions en suspens, mais je crois que c'était utile d'entendre ces prises de parole engagées et voilà, fondées sur les valeurs. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié en tout cas les Tibet Talks, il y en aura d'autres et bonne continuation dans vos activités respectives. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.